Que serait donc votre entreprise sans la clientèle? Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons vous donner des astuces pour gérer au mieux votre clientèle. Peut-être avez-vous démarré votre entreprise il y a peu. Les premiers clients sont primordiaux parce que c'est grâce à eux que vous allez développer donc votre entreprise. C'est grâce à eux que votre entreprise va pouvoir rester ouverte et proposer ses services ou bien encore, si c'est une production, donc aux amis, plutôt aux consommateurs. Avec mes invités, nous allons donc échanger sur le sujet. Avant tout ceci, je voudrais vous présenter Émeric. Bonjour. Bonjour, Boulin Lado, aussi amitié spectateur, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Modeste, bonjour. Bonjour, Brunella D aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Alors, comment ça s'est passé votre week-end? Super bien. Vous venez de quelques jours de repos? Très bien. Un repos, j'en ai vraiment profité. En tout cas, ça se voit parce qu'aujourd'hui, vous étiez bien avant, vous étiez là bien avant l'heure. C'est important, le repos. On en a d'ailleurs parlé ce matin, ou plutôt il y a quelques semaines, j'allais dire. Oui, Émeric. Oui, je pense que Modeste a eu droit au repos, même on était au boulot. Je pense qu'elle a su profiter parce que ça n'arrive pas tous les jours. Merci, Émeric. Alors, la gestion de la clientèle, est-ce que peut-être vous avez déjà été approché par des structures pour participer à des choses, bien pour en être leur client et autres, et Modeste? Oui, même en achetant une petite tomate et une tomate de 100 francs chez une bonne dame, vous êtes déjà son client ou sa cliente. Et ça dépend quand même de comment cette dame, elle vous reçoit avec le sourire. Si elle n'est pas arrogante, parce qu'il y a certaines personnes, juste à cause de l'arrogance, on fuit, on n'achète plus chez la personne. Il revient quand même à l'entreprise de savoir garder ses clients, de savoir comment faire pour que le client reste. Parce que les offres, il n'en manque pas. Voilà. Donc, l'entreprise doit quand même jouer sa part des choses le maximum pour garder le client. Émeric? Oui, il faut dire que c'est le client qui fait l'entreprise. Parce que quand vous avez une entreprise et il n'y a pas de client, c'est que l'entreprise n'existe pas. Et donc, pour que l'entreprise existe, alors il faut avoir une très bonne relation avec sa clientèle. Et avoir une très bonne relation avec sa clientèle, c'est d'abord, en tout cas, mettre certaines stratégies en place pour pouvoir accrocher le client, pour pouvoir garder le client, parce qu'il ne sert à rien que le client fasse un essai avec vous et soit déçu. Parce que quand vous perdez un client, il faut savoir que vous avez perdu 1000 autres clients, parce que voilà, c'est toute une chaîne. Donc, il faut avoir une très bonne relation. La preuve, quand vous allez au marché, il y a plusieurs vendeuses de tomates, mais qu'est-ce qui vous pousse à aller chez une vendeuse de tomates au détriment de l'autre? C'est compte tenu de des relations que vous avez avec peut-être cette vendeuse, de comment elle vous accueille, de comment l'ambiance entre vendeuse et acheteur se passe. Donc, tout ça là entre en ligne de compte pour pouvoir réellement choisir, pour pouvoir être fidèle à une entreprise. Donc, ce n'est pas à négliger. Le client peut, comment dit-on, s'il est mal reçu, s'il est mal accueilli, peut faire en sorte que vous chutez dans votre entreprise. Parce que, comme je l'ai dit, l'entreprise n'existe pas sans le client. Absolument. D'ailleurs, nous allons approfondir davantage ces aspects de la chose. Ouais, quand on a un peu de moyens, on se prend pour peut-être parfois le Dieu du moment, mais on ne va nulle part en fait. Alors, je pense que quand on a quand même le peu de moyens, comme vous le dites, on se prend c'est tout comme si tout s'arrête là. Oh, la vie continue, mais quand vous dépensez le peu que vous avez, vous vous rendez compte que vous aurez quand même dû être humble et être avec les personnes qui vous entourent. Et dans l'entreprise aussi, je pense que quand si vous passez de vie à trépas, vous laissez l'entreprise, vous la laissez à votre famille ou à votre progéniture et autres. Mais quand vous perdez vos clients, vous n'entretenez pas quand même la relation avec le client. Les enfants ne pourront pas
continuer le chemin sur lequel vous étiez, ils ne pourront pas avancer. Il faut dire aussi que vous l'avez peut-être connu, il y a des gens, déjà quand ils ont une entreprise, mais même quand ils ont une boutique et qu'au début, ils commencent pas à vendre beaucoup, le langage change. Envers les clients, on devient arrogant, on chasse même parfois les clients. Oui. Mais il suffit que, comment dit-on, la providence divine change de côté, puis parfois, vous allez voir du jour au lendemain, là où il y avait un marché, ça devient, comment dit-on, ça devient vide pratiquement. Donc, tout ça là entre en ligne de compte. Il faut, même quand vous avez beaucoup de clients, il faut savoir avoir le comportement, les fidéliser, avoir le comportement qu'il faut avoir, parce que c'est le client qui amène son argent pour acheter chez vous. Donc, il faut avoir le langage qu'il faut. Il faut être courtois envers ce client-là pour ne pas le choquer, pour ne pas le renvoyer aussi. D'ailleurs, on me dit bien souvent que le client est roi, mais ouais. Est-ce qu'il est roi vraiment? Le client n'est pas roi partout. Sa royauté se limite à certains endroits. Donc... C'est ça, il faut que cette royauté-là soit limitée. Je pense aussi à des moments donnés, vous vous retrouvez dans une zone où c'est la seule personne qui vend. Vous êtes obligé, malgré que la personne ait quand même un langage assez... que la personne soit arrogant, désagréable. Vous êtes obligé d'acheter, vous ne pouvez rien faire. Surtout quand c'est quelque chose que vous aimez. Même quand on vous renvoie, vous revenez encore parce que vous n'avez pas le choix. Bon, il faut quand même avoir le choix. Alors, le mot du jour, c'est bien sûr prospect, puisqu'on parle de relations entre clients et puis entreprise. Le mot du jour, c'est bien sûr prospect. Il faut savoir que prospect s'écrit avec P-R-O-S-P-E-C-T. C'est un nom masculin. L'étymologie du mot prospect, c'est bien sûr du latin prospectus, lui-même dérivé du terme prospectio, qui signifie regarder loin. Traduction en anglais, lead. Le premier sens qu'on donne au mot prospect, c'est bien sûr en économie, et qui veut dire client potentiel. Exemple, élargir notre listing de prospects sera avantageux pour notre entreprise à l'avenir. Synonyme, client, contact, acheteur. Et puis le contraire du mot prospect dans ce sens, c'est bien sûr marchand, vendeur. Le deuxième sens, c'est au sens architectural. Distance minimale imposée entre deux bâtiments. Il s'agit bien sûr d'une distance minimale imposée entre deux bâtiments. L'exemple, c'est bien sûr le prospect imposé par les règles locales d'urbanisme me paraît abusif et disproportionné. Synonyme dans ce sens, c'est bien sûr éloignement, espace, écart. Citation pour finir avec le mot prospect, c'est bien sûr d'abord celle de Henri Lacordaire qui dit « Partout où l'homme veut se vendre, il trouve des acheteurs. Partout où l'homme veut se vendre, il trouve des acheteurs. » Et puis la dernière citation, celle de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Un objectif sans plan s'appelle un vœu. Un objectif sans plan s'appelle vœu. » Absolument, voilà, merci. Émeric, on est d'abord prospect avant d'être client, pourquoi pas, et client fidèle pour ceux qui arrivent donc à fidéliser, à garder les mêmes clients sur des années, des dizaines d'années. C'est un élément essentiel. Nous allons donc avec nos invités échanger sur cet aspect de la chose. Comment déjà avoir ses premiers clients? Parce que quand on démarre, c'est difficile. Très difficile. Personne ne vous connaît. Il faut pouvoir convaincre, avoir ses premiers clients avant de penser même les garder avec soi. Et c'est là que commence la prospection, proprement dite. Exactement. Alors, je vous retrouve tout à l'heure, Émeric et Modeste. J'installe nos invités pour la discussion. Voilà, nous sommes donc à présent avec nos invités. Je suis sur le plateau d'ailleurs, Justino Vieira, bonjour. Brunel Mérinade aussi, bonjour. Chers amis, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? La pleine forme, formidable je vais. Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir. Vous êtes coach des entreprises et des organisations. C'est exact. Également sur le plateau, Dayo Guevara, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste. Également sur ce plateau, et pour finir d'ailleurs, est-ce qu'il pose au moins bonjour? Bonjour Colin, bonjour à nos amis téléspectateurs qui ne se lassent de nous suivre chaque matin et tous les jours. Vous êtes coach de fitness, vous êtes entrepreneur. Merci d'être avec nous. Le plaisir partagé.
Alors, nous parlons donc de l'entreprise et de sa clientèle. Et d'abord, quand est-ce qu'on dit que l'individu ou le consommateur est client, Justine Obiera? Merci beaucoup pour ce rendez-vous festif de la connaissance. Oui. Vous savez, lorsque nous retrouvons de pareilles occasions, c'est important de faire ce qu'on appelle un déblayage notionnel pour mettre chaque mot dans son contexte. Il y a une confusion monstre entre consommateur, client et prospect. C'est ça, d'accord. Et c'est opportun de clarifier pour dire le prospect, c'est un client potentiel. Oui. Le prospect, c'est celui, vous voyez en lui une prédisposition pour prendre votre produit, mais pour le moment, il ne l'a pas encore fait. Le prospect, c'est celui que vous allez démarcher et vous attendez de lui qu'il devienne votre client. Oui. Alors, lorsque le prospect pose l'acte d'achat, il devient votre client. On dira alors que le client, c'est celui qui paie un produit ou un service. Parce que lorsque nous parlons de produit, il y a une déclinaison. Il peut s'agir d'un bien, Bien sûr. comme il peut s'agir d'un service. Oui. Mais souvent, le client peut être le consommateur, mais à des exceptions près, Ouais, oui. il peut ne pas l'être. Je prends un exemple. Le consommateur, c'est le bénéficiaire final du produit. Exemple, D'accord. je suis parent d'élève, j'inscris mon enfant. L'école ou le promoteur d'établissement dans la posture de fournisseur a pour client le parent d'élève. Mais le consommateur, c'est l'élève, parce que ce n'est pas le parent qui va s'asseoir dans les classes. Absolument. Donc, c'est le consommateur qui bénéficie du service. Mais commerçant ou bien entrepreneur, il eut de repréciser qu'il faut plus s'appuyer sur le client. Parce que c'est le client qui fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. Même si, à des cas que je viens d'évoquer, il peut être un intermédiaire, celui qui favorise la consommation par le consommateur. Très bien. Donc, on peut être client et ne pas être consommateur. Bien entendu. Encore qu'on peut être les deux. Très bien. Merci. Alors, pour être déjà client, étant donné que c'est là que nous parlons aujourd'hui, pour être client, je voudrais me tourner vers Guevara. Pour vous, quel est l'aspect primordial sur lequel vous, disons, vous analysez pour peut-être être client de quelqu'un? Oui, pour être client de quelqu'un, il faudrait Oui. déjà savoir qu'on est intéressé ou qu'on se dit, qu'on soupçonne être intéressé par le produit ou le service proposé par la personne qui se rapproche de vous ou justement vous avez remarqué peut-être en passant dans une rue une enseigne commerciale et vous vous êtes dit tiens, il y a tel produit qui est ici et vous vous intéressez, vous rentrez dans les locaux du bâtiment et vous vous intéressez au produit. Donc, pour être client, il faut juste d'abord s'intéresser au produit. Et généralement, si le produit répond à vos besoins, c'est normal que vous deveniez client de ce produit-là. Très bien. Est-ce qu'il? Oui, avant même de s'intéresser au produit, moi je voudrais revenir sur un aspect, l'accueil. Parce que vous savez, quand j'entreprends, je suis en train, n'est-ce pas, d'éclore une idée. Et entreprendre voudrait dire mettre en action une idée, mettre en œuvre une idée. Et lorsque je mets en œuvre une idée, ça voudrait dire que de l'autre côté, je suis en train de vendre peut-être ma compétence, je suis en train de vendre ma potentialité, je suis en train de vendre ce que j'ai de plus pour en retour gagner peut-être de l'argent. Et tout ce que j'entreprends est peut-être à but lucratif ou non. Et lorsque j'entreprends, qu'est-ce que j'entreprends? Quelle est la clientèle que je suis en train de viser? Quel est le besoin en matière d'entrepreneuriat? Parce que ce n'est pas parce que j'ai la potentialité d'entreprendre qu'il faut entreprendre. Quel est le besoin? Il faut relasser, il faut recentrer toutes ces, comment on l'appelle, le besoin, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, d'entreprendre. Et par la suite, l'accueil. Et quand j'entreprends, je dis, c'est là que, quel que soit le produit, la qualité de produits que vous avez, quand l'accueil est mal fait, je suis sûr que vous n'allez pas prospérer. L'entreprise du jour au lendemain risque de disparaître parce que juste l'accueil n'a pas été ce que ça devait être pour attirer la clientèle. Donc, on devrait, n'est-ce pas, partir pour réussir, n'est-ce pas, une entreprise. Après avoir fait rasseoir l'entreprise, il faut d'abord
penser à l'accueil. C'est vrai, le logiciel, tout ça, je pourrais avoir le logiciel, pour avoir tout ce que vous voulez, mais quand l'accueil n'y est pas, ce n'est pas sûr que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Or, vous n'avez pas entrepris pour échouer. On n'entreprend pas pour échouer. On entreprend pour réussir, pour prospérer, pour donner, pour partager ou vendre sa compétence, sa potentialité, pour, n'est-ce pas, être utile à sa nation. À la société. Merci. Merci, Eskil. Nous allons poursuivre juste après cette petite pause. Voilà, Justin Viera, donc, comment faire pour trouver ses premiers clients? Vous savez, lorsqu'on parle des clients, c'est délicat. L'entrepreneuriat en lui-même n'est pas une incertitude. C'est un monde vraiment rempli de certitudes. Il faut connaître son secteur. Le secteur dans lequel vous entreprenez, si vous le maîtrisez bien, ça vous prédispose déjà au type de client. L'entrepreneur ou le chef d'entreprise doit comprendre et savoir que tout le monde n'est pas son client. Une clientèle est précise et en marketing, nous parlons de la segmentation. Il faut connaître sa cible. Mais au-delà de la cible, il faut segmenter. Je prends un exemple concret. Oui. Je dis, avec mon produit, ma cible, ce sont les jeunes. C'est la jeunesse. Mais faudra-t-il encore que dans la jeunesse, que je segmente? Ce sont les jeunes de 20 à 25 ans, de 25 à 30 ans. Ça voudra dire quoi? Je ne vais pas disperser mon énergie parce qu'il y a la notion de rationalité qui soutient toute idée, toute proposition ou toute démarche de marketing ou de communication. Je sais que je vais orienter ma communication là où j'aurai ma cible, ou autrement dit, là où le segment est concentré. Donc, c'est déjà un atout. Deuxième chose, il faudra que le produit en lui-même comme un besoin. Vous savez, le marketing est fondé sur 4 choses, ce que nous appelons les 4 P. Le produit qui doit être attrayant, et là, on parle du stylique, c'est-à-dire de l'apparent, de ce qu'on voit. Il faut que ça soit attrayant. Quand on voit l'emballage, que ça soit le côté esthétique hier. Mais ça, c'est le contenant. Oui. Il y a le contenu. Faudra-t-il que le contenu résout un problème précis? Parce que c'est le problème, c'est l'identification du problème qui représente l'opportunité dans l'entrepreneuriat ou l'opportunité des affaires. C'est parce que vous avez vu un vide dans la société que vous avez proposé ce produit. Oui. Donc, il faudrait que le produit soit attrayant, parlant bien entendu de la forme, et avec un contenu capable de résoudre le problème. Ça, c'est le premier P. Il y a le prix. Il faudrait que le prix soit un prix accessible. Mais lorsqu'on parle de l'accessibilité, ne vous y trompez pas. On ne parle pas de coût moins cher. Mais il faudrait que le coût soit approprié à vos cibles. Pas le coût détermine la cible. Vous pouvez avoir un produit bien conditionné avec une utilité avérée qui n'est plus à contester. Cependant, le coût peut faire fuir votre cible ou bien peut vous amener une cible inattendue, une cible inespérée. Mais lorsque nous parlons de la politique des coûts, il faut, puisque nous y sommes, il faut parler des 3 types de coûts. Vous pouvez faire l'option d'un coût d'écrémage. Le coût d'écrémage, c'est le coût des élites, comme on le dit. Le produit dans le marché ordinaire est à 100 francs, mais moi, je prends le même produit et je dis c'est à 500 francs. Ça veut dire que je réserve mon produit pour une classe. Personne. Mais ce que je vends, la différence des 400 francs, vous comprenez que ce n'est plus le produit, mais c'est le confort que j'offre autour du produit. Donc, j'applique dans ce cas. Si ma cible, c'est bien entendu ces personnes d'élite, ou je dirais plutôt une classe intelligentsia, il faudrait que j'applique le coût d'écrémage. Je peux faire le coût d'alliement. Le coût d'alliement pour appliquer un coût commun à tout ce que les autres font. Là, je n'innove pas, c'est à 100 francs, j'applique un coût de 100 francs pour tout le monde. Ça veut dire que je m'attends à un marché, à un public ordinaire, à un public qui ne sera pas différent des autres. Mais il y a le 3e pilier, le coût d'échelle. C'est-à-dire, le produit est à 100 francs, mais moi, je mets ça à 75 francs. A priori, on dira qu'il va connaître une perte, mais ce n'est pas gagné d'avance. Parce que dans une politique de coût d'échelle, on mise sur la quantité.
on mise sur la quantité. Donc voilà, selon ma cible, je peux commencer à utiliser le coût qu'il faut. Mais il y a j'ai parlé du produit, j'ai parlé du prix, deuxième P, mais il y a le troisième P, qui est la publicité. Le canal par lequel je dois passer pour atteindre ma cible. Et lorsque nous parlons de la publicité, ça fait asseoir de plein droit la communication. La communication qui se définit comme l'ensemble des actions exercées dans le but d'amener un être humain, puisque nous parlons du marketing, à poser un acte d'achat. Donc, mais lorsqu'on parle de la communication, selon ma cible, je dois pouvoir orienter la communication. Ça ne serait pas superflu de rappeler les deux types de communication qui existent. Je peux utiliser une communication média, comme je peux utiliser une communication hors média. Tout dépend de ma cible. Il est vrai, de façon traditionnelle, nous sommes plus habitués à la communication média, notamment les 5 supports, la télévision, la radio, l'affichette, le cinéma, l'Internet. Mais aujourd'hui, il faut aller au-delà, en prenant la conscience de ce que les réseaux sociaux sont par-dessus tout les réseaux par excellence pour toucher la grande masse. Mais il y a également la communication hors média. Tout le monde n'est pas invité à faire la publicité à la télé, n'est pas invité à faire la publicité à la radio. Lorsque c'est une cible primaire, vous prenez les dames du Dantokpa, a priori, la télévision n'est pas pour eux, la radio, c'est une politique de proximité. Et il y a les stratégies de proximité. Exemple, les foires, exemple, le salon, exemple, le parrainage. Mais ça, c'est le troisième P. Mais il y a le quatrième P. Parce que j'ai parlé du prix, du produit. Mais il y a le quatrième P qui est la place. Il faudrait que votre produit soit disponible. Vous voyez, vous vendez tellement votre produit sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, mais on ne sait comment le trouver. Vous n'avez pas d'endroit fixe. Ou bien je suis à Cotonou, il faut que le produit, je me déplace pour aller à Parakou. Votre produit est bon, disponible, mais ce n'est pas accessible du point de vue géographique. Donc, il faut intégrer ces aspects pour se donner toutes les chances d'avoir ses clients. Très bien. Alors, beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. J'ai noté la cible, la segmentation, le coût, le produit, la publicité et la disponibilité, la place donc, du produit sur le marché. Nous allons donc essayer d'y aller étape par étape. D'abord, avant même de rentrer en détail sur ces différents aspects, est-ce que le client, ou plutôt, oui, le client, le travail du client ne devrait pas aussi être fait bien avant, j'allais dire, le démarrage des activités David Guevara? Oui, mais je voudrais d'abord revenir sur le thème même clientèle, parce que nous, en tant que juristes et en droit commercial, la clientèle est l'élément essentiel et fondamental du fonds de commerce. C'est ça. Et c'est d'autant plus important que lorsque la clientèle disparaît, le fonds de commerce est appelé à disparaître. C'est d'autant plus important que lorsque la clientèle est cédée, c'est que le fonds de commerce est cédé. Et il faut comprendre par clientèle l'ensemble des clients d'un commerçant. Mais le thème va un peu plus loin en disant que on peut aussi appeler clientèle l'ensemble des clients d'un artisan. Et on peut encore aller un peu plus loin d'une entreprise. Parce qu'il y a aujourd'hui des métiers et des fonctions qui sont libérales. Donc, ceux-là aussi possèdent des clients. Donc, ce n'est pas forcément d'un point de vue commercial que nous allons seulement parler de clientèle. Et si on va encore un peu plus loin, on peut parler de la clientèle d'un État ou d'un pays. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec les concepts de personal branding des États, nous pouvons dire aujourd'hui que oui, il existe de la clientèle pour les États, surtout pour les États qui veulent se positionner sur le domaine du tourisme ou d'autres produits qui valorisent. Oui. Donc, si je m'en tiens à cette définition de la clientèle est l'élément essentiel et important du fonds de commerce. Et c'est justement dans la clientèle au fait que nous pouvons différencier différents types de clients. Il y a ceux qui sont des clients qui sont fidèles et usuels, donc qui fréquentent le fonds de commerce ou qui utilisent vos services ou achètent vos biens. Et il y a les clients qui sont occasionnels et que les juristes qualifient dans le domaine de l'achalandage. Donc il faudrait au fait que nous puissions différencier ces différents types de thèmes parce que si le juriste parle, lui parlera en des thèmes un peu plus juridiques et parfois c'est des mots qui prêtent à confusion parce que le mot achalandage et le mot clientèle parfois sont considérés comme synonymes.
Mais si nous devons regarder de plus près, c'est que le juriste arrive à différencier achalandage de clientèle parce que le juriste considère que l'achalandage fait partie de la clientèle. Mais par contre, la clientèle ne fait pas forcément partie de l'achalandage parce que l'achalandage, c'est le client qui est saisonnier, il est occasionnel, alors que la clientèle englobe que ce soit le client qui est occasionnel, mais le client qui est usuel et qui fréquente le fonds de commerce. Très bien. Merci pour ces détails. Je revenais donc à l'idée même de l'entreprise. Est-ce qu'il vous parliez de l'idée même de l'entreprise, les éléments sur lesquels il faut travailler? Justement, est-ce que le prospect, c'est-à-dire les potentiels clients, ce n'est pas un élément d'avant même la création de l'entreprise? Oui, ça, personne ne peut le nier parce que d'abord, lorsque vous avez l'initiative, c'est suite à un besoin que l'initiative apparaît, que l'initiative naît. Et là, quand je me mets à exécuter l'initiative, c'est pour satisfaire sûrement le besoin de certaines personnes dans ma zone ou hors de ma zone. Et satisfaire, n'est-ce pas, cette personne voudrait dire que j'ai pris le temps de mûrir, d'aller étape par étape, de, comment on l'appelle, de bien structurer, voyez-vous, mes belles idées pour que ça devienne une entreprise. Donc, ça voudrait dire que la période où vous êtes en train de réfléchir, de mûrir, de tracer un plan, vous êtes en train déjà de cibler ces personnes en fonction, n'est-ce pas, du besoin. Vous ciblez, n'est-ce pas, la clientèle. Et là, ça vous permet de savoir quoi servir lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, à mettre en place de façon automatique ou de façon exacte, n'est-ce pas, votre entreprise. Donc, il faut nécessairement d'abord lire le besoin comment on l'appelle, auprès des clients, auprès des clients, parce que vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et oui, bon, même si vous avez le capital, allez vous lancer. Non, vous devez faire une étude et voir quel est le besoin, quel est réellement, comment on l'appelle, de quoi les gens ont besoin. Mais écoutez, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et dire, bon, je vais commencer par vendre des chaussures au bord de la voie. Non, il faut voir le cadre. Est-ce que le cadre est approprié? Est-ce que dans le cadre-là, est-ce que le besoin se fait sentir? Donc, il faut faire toutes ces analyses et voir comment vais-je m'arranger pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire la clientèle avant de commencer par penser au projet. C'est vrai, ce qui est parfois en matière d'entrepreneuriat, au début, ça claudit, ça ne marche pas. Oui, mais tout compte fait, lorsque vous analysez bien et que vous y mettez, vous dites, ça c'est ce que je veux, je vous assure que quel que soit le temps, ça commence par sourire, ça commence par mûrir et vous allez vous dire, mais écoutez, bon, j'avais hésité, j'étais sur le point de relâcher, mais aujourd'hui j'en souris. Donc ça voudrait dire qu'il faut nécessairement faire une étude et après l'étude, cibler la clientèle et c'est sûr que le reste, ça va venir de lui-même tout en n'oubliant pas l'aspect de l'accueil. Très bien. Alors, Justin, je reviens vers vous parce qu'en réalité, tous les éléments dont vous avez parlé tout à l'heure, en dehors peut-être de savoir à quelle cible est-ce qu'on veut s'adresser donc à travers notre entreprise, quand on démarre, c'est compliqué. On ne sait pas trop forcément, d'abord, si vous ne savez pas utiliser les médias, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas aller vers les médias. Si vous n'êtes pas peut-être du domaine, vous n'avez pas un peu de moyens, vous ne pouvez pas faire appel donc aux professionnels qui puissent vous aider sur les réseaux sociaux et tout cela. Quand on démarre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de manière simpliste pour trouver les 3 ou 10 premiers clients, quoi? Vous savez, il y a dans la décomposition, dans la déclinaison des clients, il y a les non-clients et il y a les clients. D'accord. Les non-clients, c'est ceux-là, quel que soit ce que vous allez faire, ne vont jamais prendre votre produit. Oui. Pour 2 raisons. Peut-être sur des convictions,
c'est sur des convictions soit religieuses, sociologiques ou familiales, ou c'est un totem, ou tout ce qui va avec. Ou peut-être que votre produit est un produit remouré. C'est ce qu'on appelle un produit remouré, c'est qu'on dit tellement de choses sur le produit, et finalement on entend des choses dans la société, ce qui n'encourage pas. Ce n'est pas que le besoin n'est pas là, le besoin est là, mais on ne sent pas le besoin de prendre votre produit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, vous suivez mon regard, on parlait, il y a un produit qui était bien sélectionné lors de pour la cuisine, mais récemment, on a dit tellement de choses, qu'on fabrique ça avec temps, il y a même des caméras. Oui. Donc ça devient un produit remouré, parce qu'il y a tellement de rumeurs qui freinent. Donc, il y a les non-clients. Mais le débutant doit se focaliser sur les clients. Or, dans les clients également, il y a une décomposition. Il y a les clients absolus et il y a les clients potentiels. Les clients absolus, c'est ceux-là, que le produit soit bon ou pas, ont le devoir, ou bien se font le devoir de prendre votre produit. D'accord. Peut-être que c'est votre ami qui fait le produit, donc pour lui faire plaisir, pour l'encourager, vous prenez. Peut-être que votre famille, votre père vous encourage en prenant le produit. Votre père ne veut pas savoir si votre produit est bon, si ça respecte les normes, mais il veut encourager son fils. Votre ami veut vous encourager, votre épouse, votre époux, et tout votre cercle primitif. Donc, contentez-vous d'abord, si vous êtes débutant, et si tant est que vous n'avez pas les moyens, de faire appel à un expert. Parce que tout domaine dans la vie est rejeté, il y a des spécialistes dans chaque domaine. L'être humain ne peut pas se donner cette capacité d'omniscience et de qui maîtrise tout. Donc l'idéal, c'est de faire appel à un expert pour commencer par l'étude de marché. L'étude de marché ne se fait pas par un amateur. Mais je me finis à votre introduction, c'est qu'il n'a pas les moyens. C'est ça. Donc il suffit d'abord aux clients absolus. Qui sont à côté. Lui. Ces clients absolus vont lui permettre d'avoir les premiers retours, les premières critiques visant à améliorer le produit. Mais il ne doit pas perdre de vue les trois finalités du produit. L'aspect cognitif, l'aspect conatif et l'aspect affectif. L'aspect cognitif qui veut dire faire connaître le produit. Donc en faisant connaître son produit, rien qu'à travers sa clientèle absolue, le bon se fait promouvoir de lui-même. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est l'inconvénient. Mais n'empêche, ça fera une pub, même si c'est de façon timide, il y aura une pub. Parce que l'ami qui expérimente le produit et c'est bon, va recommander. Mais il y a après ça l'aspect conatif qui consiste à faire agir le client. Faire agir le client, il demande alors à ses clients, à la clientèle primitive, si vous expérimentez, c'est bon, en parlez à vos amis. D'accord. Donc, quand mon ami prend mon produit, pas devoir amical, de fraternité ou de ciné, tout ce qui va avec, à cause de tout ce qu'on a fait de par le passé, on a tiré les casses en cours, on a élevé les cochons ensemble, comme ça se dit. Il le prend, mais à son tour, il a un réseau derrière lui. C'est ça. Ah, c'est mon ami qui le fait, il le fait tellement bien, je vous le recommande, vous voyez, c'est un mix. Donc, vous missionnez, vous envoyez cette clientèle primitive en mission. Si tu es que c'est bon, il faut en parler à tes amis. Ah, papa, il faut en parler à tes collègues. Maman, il faut en parler à tes... Bon, quand je veux parler de maman, tes femmes de l'église. Ah, je peux comme ça. Hein? Donc, ça veut dire que la clientèle s'élargit à partir de la clientèle primitive. Mais à part ça, il y a l'aspect affectif. L'aspect affectif, celui qui achète votre produit aujourd'hui pas besoin d'amitié, ne le fera pas tout le temps. Il faudrait qu'à un moment donné, que ça lui apporte une certaine satisfaction. Ça lui apporte une certaine valeur ajoutée. Bien sûr. Pour que s'il achète aujourd'hui, pas pour faire plaisir, que demain qu'il achète pas besoin et non encore pour faire plaisir. Je ne passerai pas toute ma vie ou bien je ne prendrai pas tous mes sous pour faire plaisir. Non. Donc, le besoin, ça c'est l'aspect affectif. Faire aimer le produit. Donc, première chose, faire connaître le produit. Ça part du cercle primaire, ce qu'on appelle la clientèle primitive. Deuxième chose, faire agir. Ces derniers ont le devoir de recommander. Nous appelons ça le marketing de proximité, de bouche à oreille. Et troisième chose, faire aimer le produit. Ah, j'ai utilisé, c'est bon, j'aime, et ça se répète. Puisque un acte d'achat doit se répéter. C'est pour ça, vous allez voir, le concepteur, quelle que soit la qualité qu'on dit d'un produit, à un moment donné, il faut le renouveler. C'est ça. Parce que c'est un portable de bonne qualité, très bonne qualité, mais après tout, il faut le renouveler, sinon lui ne va pas vendre. Donc, l'aspect affectif vous permet de renouveler l'achat. Très bien. Alors, tous ces éléments, je voudrais... est-ce qu'ils posent main, vous qui entreprenez dans le domaine du sport, hein, essentiellement, est-ce que vous retrouvez
Quelle stratégie avez-vous mis en place pour trouver vos premiers clients? Oui, très belle question, c'est vrai. Je me rappelle plus, mais la première des choses, comment on l'appelle, qui me revient à l'esprit, c'est la manière de dérouler le cours. C'est la première des choses. Parce que quand vous maîtrisez la chose, vous n'avez pas besoin de parler. Il suffit juste de démontrer. Et je vous assure que les gens sauront, ah, celui-là, il est compétent, il sait bien faire son truc. Donc, d'abord, dans certains domaines, c'est la démonstration qui compte. Vous voyez, dans certains domaines, c'est la vente du produit. Bon, je résume tout ça dans la vente du produit, mais c'est l'action. Dans certains domaines, c'est l'action qui compte. Les clients avec qui vous travaillez et qu'au bout de 30 à 35 minutes, ils transpirent déjà, ça voudrait déjà dire que vous savez choisir les exercices, vous faites bien, n'est-ce pas, les exercices, et vous arrivez à coordonner les exercices et la personne, au bout de 45 minutes, la personne transpire. Donc, ici, il s'agit, n'est-ce pas, du savoir-faire. Quand vous faites 2-3 exercices, déjà, le client se rend compte, ah, celui-là, il est compétent. Donc, ça voudrait dire que sans même parler, sans même présenter un produit de façon factuelle, vous avez déjà prouvé de quoi vous êtes capable et la suite. Et vous avez dû échanger avec eux pour leur dire de venir suivre votre cours, pour qu'ils acceptent venir quitter peut-être celui qui les suivait pour venir vers vous. Non, en fait, avant même d'échanger, moi je dis il faut passer à l'acte parce que l'acte convainc mieux que les actes. Mais écoutez, vous pouvez dire venez, mais lorsque vous n'arrivez pas à dispenser le cours de façon correcte, ce n'est pas le fait de dire revenez qui feront revenir les gens. Non, je ne pense pas. Ils vont dire mais tu ne sais rien faire, tu me demandes de revenir. Je viendrai faire quoi avec toi? Donc, même sans parler, il suffit de dérouler le cours. La personne dit mais demain, je vous assure, même si vous ne pipez mot, écoutez, il sera au rendez-vous. Donc, ça voudrait dire que d'abord, il faut dans certains domaines, c'est la démonstration. Vous déroulez bien votre cours et le client il est satisfait. Un peu comme une journée porte ouverte. Voilà, comme je il reviendra. Pour venir voir. Voilà, il peut venir voir. Donc, et c'est sûr que quand c'est bien fait, je vous assure qu'il devient maintenant un client fidèle. Et je voudrais revenir rapidement sur les propos de mon cher ami en concernant les clients primitifs. Il y a des clients primitifs qui deviennent un danger. Oui, ils deviennent un danger parce que vous comptez sur cette personne bien alliée à vous, proche à vous, pour écouler vos produits. Mais laissez-moi vous dire que c'est lui qui devient un danger. Il dit, mais non, il est fini, mais oui, donc, ça voudrait dire que c'est vrai. En principe, ce sont des gens sur lesquels on devait compter, n'est-ce pas, pour comment on l'appelle, pour faire passer le message, pour faire notre pub, parce que la pub de bouche à oreille marche parfois mieux que la pub sur les réseaux sociaux. Donc c'est bon, et ça va. Mais laissez-moi vous dire, il y a ces clients primitifs vraiment. Il vaut mieux ne pas faire avec eux, mieux rester dans son Encore faudrait-il les reconnaître, en fait, c'est ça. C'est là le problème, on n'arrive pas à les détecter. Et c'est peut-être par curiosité plus tard que vous allez entendre dans la rue. Il y avait une heure d'horaire, vous voyez, là, c'est peut-être trop tard déjà. En fait, justement, c'était cet aspect aussi qui m'intéressait parce qu'on sait, dans notre société, que lorsqu'on démarre une entreprise, on n'aime pas tout de suite en parler à ceux qui sont proches de nous. On se dit, est-ce qu'il va accepter? Quel commentaire il va en faire? Est-ce qu'il ne va pas me décourager? Et autres, si bien que on en parle d'abord, ça passe d'abord à d'autres personnes avant même que parfois les personnes proches de nous en sachent davantage. Quand on sait combien ils peuvent être importants pour avoir des clients ou non, que voilà. Oui, mais je pense que c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant dans la mesure où autant ces personnes peuvent être un handicap, autant ces personnes-là peuvent être aussi un avantage. Parce que si réellement votre produit répond à un besoin réel qui existe, c'est que ces personnes-là vont l'adopter et ils vont le consommer comme cela se doit. Mais si ce produit-là ne répond pas à leurs besoins, et que vous le leur proposez, vous vous attendez parce que vous êtes assez proche de ces personnes qu'elles consomment, comme Justine l'a dit, elles vont le consommer juste pour vous encourager au début, mais à la fin, elles ne vont pas l'adopter. Et c'est peut-être pour ça que des cas comme ce que Eskil a soulevé tout à l'heure peuvent survenir, parce que le gars ne comprend pas le besoin pour lui d'utiliser votre produit. Puisqu'il ne comprend pas le besoin pour lui d'utiliser votre produit, oui, il vous a encouragé au début,
Mais par la suite, lui se lasse de votre produit, donc il ne voit pas l'intérêt pour lui de faire de la publicité pour vous. Par contre, l'avantage qu'il y a là, c'est qu'avec le bouche à oreille des personnes qui sont proches à vous, vous n'avez plus besoin de beaucoup investir dans la communication au début pour pouvoir faire de la publicité sur votre produit, parce que ces personnes-là deviennent des prescripteurs de vos produits. C'est ces personnes qui vont parler de vos produits autour d'elles pour dire oui, je connais le produit, je connais le promoteur et je peux vous assurer que ce produit est très efficace, je l'utilise depuis un certain nombre d'années et je ne me plains pas. Donc, c'est un couteau à double tranchant, comme je le dis, et on ne va pas forcément dire parce qu'il y a le risque que qu'il ne faut pas y aller, parce que ce n'est pas parce qu'on a le risque que ces personnes-là peuvent être un handicap qu'il faut forcément ne pas leur en parler. Il faut toujours leur en parler parce qu'ils peuvent aussi attirer votre attention sur certains aspects que vous passionnez du produit, vous n'arrivez peut-être pas à voir. Et c'est peut-être ces personnes-là avec du recul et un peu plus de raison qui vous diront, voici le produit, je l'ai utilisé, voici ce que j'en pense. Voici comment il faut l'améliorer, voici ce qu'il faut faire. Oui, vous pouvez me permettre rapidement. Oui. Moi, je ne parle pas de la qualité, n'est-ce pas, du produit, mais je parle de la médisance, de la méchanceté, du mépris. Non, du mépris. Non, écoutez, la qualité peut être là, mais connaissant, excusez-moi, nous les Béninois, connaissant l'Africain. On ne peut pas mettre tous les Béninois. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, attendez. Je sais de quoi je parle. Oui, je ne refuse pas. Oui. Même s'il y a certaines personnes qui ne vous accompagnent pas, il faut pas avoir une trop grande attente de tout le monde aussi. Non, je suis d'accord. Non, écoutez, tout le monde ne pourront pas être les mêmes. Il y a des gens qui vont vous accompagner. Même s'il n'a pas besoin de produit, il achète, il va offrir à autre personne. Mais dans le même temps, il y a des gens qui sont là pour vous nuire, pour vous détruire. N'oublions pas cet aspect, c'est important. Je dis toujours aux jeunes, lors de mes séances de coaching, l'être humain reste ce qu'il est, mais après tout, il faut faire avec l'être humain. On ne peut rien en faire avec. L'être humain a tout ce qu'on dit, mais l'être humain est ce qu'il est. Mais c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Personnellement, je n'aime pas trop doigter de la main gauche les caprices ou bien les comportements négatifs des hommes, parce que je suis homme. Et c'est normal, c'est ça mais qui fait la vitalité de la vie. L'essentiel, c'est de tracer son couloir, de marcher dans son couloir. Et je dis, le client, c'est celui qui achète vos produits. Ce n'est pas celui qui a l'intention. Celui qui n'a pas encore acheté est un prospect ou bien peut-être un autre client. Ça voudra dire quoi? Celui qui achète, il a déjà contribué. Récemment, vous avez reçu un artiste, je donne son nom puisque après tout, Richard Flash, c'est même son clip qui est à moi. Et il dit, quand vous payez un ticket d'entrée, même de 5 000 francs pour aller suivre un artiste, vous contribuez à son élévation. Donc, de la même façon, même si c'est ton ennemi qui achète ton bic de 100 francs, il contribue. Même si c'est ton ennemi. Parce que les 100 francs, dans ta cagnotte à toi, tu sais l'orienter. Alors, celui qui achète votre produit, c'est l'existant qui bâtit le futur. Vous serez riche de ce que vous possédez actuellement. Cette clientèle primaire ou bien primitive, si vous voulez, lorsque vous la construisiez bien, vous l'entretenez bien et vous les encouragez. Quand ils expérimentent votre produit, ça donne une satisfaction. Je dis, on ne rentre pas dans l'entrepreneuriat, pas besoin dans une forme de mendicité. Il doit acheter parce que c'est mon père, il doit acheter parce que c'est ma mère. Non, s'il le fait, il aura du mal à recommander. Mais c'est dans la recommandation que votre clientèle va connaître, s'élargir. Vous aurez un éventail, un portefeuille clientèle plus large. Et vous n'avez jamais connaissance de la nature, de la personnalité de tous ceux qui sont dans votre client. C'est ça. Et il y aura les bons comme les mauvais. C'est comme si quelqu'un veut prendre ce bic, il ne m'apprécie pas, mais il dit, mais je reconnais que son bic, c'est le meilleur. Mais s'il va dire, va aller marcher le bic de ce foutu-là, de ce télégramme, il va acheter. Donc, l'entrepreneur ne reste pas dans ce cliché, dans cette caricature, mais lui, il est plus focalisé sur son produit. Résultat. Et même dans l'aspect que vous évoquez, quand on commence quelque chose, il ne faut pas vite en parler à ses amis, à ses proches. Vous savez, il ne faut pas confondre méfiance et vigilance. Méfiance et vigilance, ce ne sont pas des mots synonymes. La vigilance, c'est que je fais le pas. Mais je suis dans mes gants, je suis dans mes bottes pour être un peu comme mon bouclier. Mais je fais quand même le pas. Pourquoi? Parce que celui qui appelle un ennemi, c'est quelqu'un qui est dans une certaine incompréhension sur un point.
Si je peux le convaincre, je le convainc. Mais le cas contraire, tant mieux. Prenez l'exemple de Nelson Mandela, qui a fait 27 ans dans l'apartheid, mais finalement, en 1994, quand il a le poste de président, il a fait de son bouc émissaire d'hier son vice-président. L'entrepreneur doit être dans la même posture. Celui qui critique votre produit, il faut aller faire ce que nous appelons le test marketing. Aller recueillir les idées, recueillir les idées. Si c'est sur des bases de conviction, c'est un totem de familial, c'est une conservation sociologique, un peu comme nos frères musulmans, c'est un interdit, cette viande. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, il ne va pas prendre votre produit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'apprécie pas. Mais si c'est un produit remouré, collectez-les et détruisez. Faites de la contre-communication. Puisque celui qui fait la communication, c'est pas, il y a le tuyau qu'on l'écoute. Mais si vous êtes absent et vous dites, laissez-le raconter, mais cette bouche en griffe de médisance va prendre le dessus et deviendra un peu comme la norme. Et vous parlez quelque part. Quoi qu'on dise, dans une politique de communication, il y aura toujours des rumeurs. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Cependant, utilisez les voies officielles. Vous imaginez, vous entendez quelque chose sur ce bic, mais dans le même temps, on dit tellement de choses, mais c'est ceux qui ont assez à moi, c'est à eux que je donne la bonne information. Ça nous apprend des pattes. Il faut que j'aille sur la place publique pour donner la bonne information. Lorsque la bonne information apparaît, ça fait disparaître, mais si ça ne fait pas disparaître à 0%, mais ça diminue un peu la cote de la mauvaise information. Mais c'est rester dans le silence qui va malheureusement consacrer la mauvaise information. Très bien. Alors, parlons de la cible à présent. Vous aviez, il y a quelques minutes, donc, parlé de la cible qu'il faut pouvoir déterminer, segmenter même, pourquoi pas. Alors, Dayo Guevara, si vous devez, disons, orienter un entrepreneur, comment faire pour pouvoir bien déterminer sa cible? Bon, moi, je ne vais pas aller dans le sens de la détermination de la cible, parce que je m'en voudrais au fait de passer sur ce plateau et en tant que juriste, de ne pas insister sur les éléments constitutifs de la clientèle d'un point de vue juridique. Parce qu'il y a un événement qui est passé sous nos yeux, mais qui a semblé être anodin pour beaucoup d'entre nous. Parce que la clientèle, d'un point de vue juridique, doit être certaine et réelle, mais elle doit aussi être personnelle. Elle est certaine et réelle parce qu'il faut pouvoir la quantifier. On ne doit pas le voir, même si c'est une entreprise virtuelle, on doit pouvoir savoir le nombre de clients que nous avons. Et il y a eu un événement qui a bouleversé les médias récemment, où un média social très connu devrait être vendu. L'acheteur était très connu, il a proposé un prix. Et dans la foulée, il s'est retraité, il ne voulait plus acheter le média. Beaucoup n'ont pas compris sa réaction, parce qu'il a estimé que ce média social lui a été vendu au-delà de ce qu'il méritait, parce qu'il estimait qu'il y avait assez de faux comptes qui avaient été créés pour gonfler le nombre d'abonnés de ce média. Alors qu'en réalité, ce qu'on lui vendait, c'était le nombre d'abonnés. Donc, en fait, on lui vendait une clientèle qui, en réalité, n'existait pas. Et donc, dans la foulée, il s'est retraité et bon, chacune des parties a commencé par tirer le drap de son côté pour dire qu'ils vont intenter un procès l'un à l'autre parce qu'ils estimaient. Donc, dans ce cas précis, je viens de donner un exemple d'une clientèle qui devait être certaine et réelle. Dans l'autre cas, la clientèle doit être personnelle, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de démontrer que cette clientèle-là fréquente le fonds de commerce, fréquente au fait le service ou utilise le bien proposé parce que c'est cela qui les intéresse. Et généralement, ce cas se pose lorsque, par exemple, nous avons un petit commerce qui est installé à côté d'un grand commerce. Je donne, par exemple, on a un hôtel 5 étoiles qui a son service de restauration. Et juste à côté, vous avez une petite cafette ou un petit restaurant. Et généralement, si les touristes sont en mesure de venir prendre l'hébergement dans l'hôtel, mais sont en mesure d'aller manger dans le petit restaurant, et que le propriétaire du petit restaurant arrive à démontrer qu'en réalité, c'est le service qu'il propose qui intéresse ces touristes-là, c'est qu'il vient de démontrer au fait que sa clientèle est personnelle. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il est en mesure, en démontrant qu'il a une clientèle certaine, réelle et personnelle, de prendre des mesures juridiques pour pouvoir protéger cette clientèle-là. Et le jour où il se décide de céder son fonds de commerce ou sa clientèle,
C'est ça les arguments qu'il pourra mettre devant pour pouvoir justifier le coût sur lequel il veut céder au fait son fonds de commerce. Je ne dis pas qu'il veut céder ses clients, je parle de la clientèle. Donc voilà ce que moi je pourrais dire par rapport à la définition de la cible. Moi je vais le voir d'un point de vue élément constitutif de la clientèle. Voilà. Très bien. Justino. Vous savez, lorsque nous parlons de la cible, c'est ceux-là, comme je l'ai dit, sont les clients potentiels. Ceux-là, cible est égale à client potentiel plus client actuel. Mais dans sa détermination, dans sa formulation, il y a une erreur. Celui que vous voyez être dans le besoin peut ne pas être votre cible. Parce que même si le produit est destiné à combler un besoin chez lui, peut-être à cause du coût, le coût peut créer sa réticence. Lorsque nous parlons du coût, par le coût élevé, il y a des gens qui, je prends un exemple, un cas simple, il y a des restaurants, des petits restaurants, je préfère le dire ainsi, et ils font de très bons plats, de très bons mets, mais il y a des gens qui apprécient ces mets, ont bien envie d'aller acheter, mais quand ils voient un peu le standing, quand ils voient un peu l'apparence, comment est-ce que le chef ils disent, ah mais je ne veux pas acheter, ça me plaît bien, c'est ma nourriture préférée, mais je ne veux pas. Donc, lorsque nous parlons du coût, ça va également dans le standing. Parce que je donne l'exemple d'un mets qui coûte 100 francs, mais que quelqu'un d'autre le vend à 500. Vous voyez, et certains, quand ils entendent le prix d'un produit, ça les retrate, ça les retire, c'est comme un frein. À ce coup-là, ce n'est pas sûr que ça soit quelque chose d'esthétique, que ça soit ce que je recherche. Donc, le produit sera bon, mais votre cible, la cible que vous pensez être votre cible, vous n'allez pas les trouver au rendez-vous. Et c'est toute notre cible qui va se positionner. Donc, il y a souvent ces errements, ces erreurs qui se créent. Cependant, l'entreprise doit être présente sur le marché. La démarche, la proposition de clientèle primitive, c'est bien. Je l'ai évoqué, d'accord, mais ça ne doit pas faire école dans tous les cas. D'accord. Ça ne doit pas faire école dans tous les cas. Parce que si je peux aller toucher 100 personnes, je préfère aller sur un marché, je peux toucher 100 personnes que de me contenter de 10, 15 et 20. Encore que lorsque on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, excusez-moi, mais je dis, ce sont des excuses. Ce sont des excuses parce que le besoin que vous voulez prendre avec l'argent sera satisfait par une norme. J'ai envie de venir sur une télévision. Ce qui est sûr, ce n'est pas la télévision qui passe à la télé. Non. L'argent est une condition pour passer à la télé. Mais ce qui passe après, c'est l'homme. Donc, comme le dit Jean Baudin en 1945, il n'y a point de richesse qu'il n'y en a d'homme. Je n'ai pas les moyens. Ça sous-entend chez moi, je n'ai pas une relation qualifiée qui est capable de m'aider à atteindre ce besoin, à atteindre cet objectif. Donc, il faut surmonter ce mythe, cet obstacle que j'appelle un peu réducteur pour dire je n'ai pas les moyens. Mais il faut aller sur les grands marchés. Lorsque vous allez sur les grands marchés, il faut faire les enquêtes. Et ça revient toujours à la problématique de l'étude de marché. L'étude de marché, lorsqu'il est conduit par des personnes qualifiées, ça vous garantit à 80%, puis je ne dis pas 100% de quand on ne veut pas mon mot après cette émission, à 80%, ça vous garantit quand même une cible fiable. Parce qu'il y a les tests avant le lancement du produit. Il y a les tests qu'on fait, qui peuvent acheter, à quel coût, combien êtes-vous, et on va même on va identifier la zone de concentration des personnes prédisposées à prendre ce produit-là. Donc, il faut aller à l'étude de marché. C'est la référence fiable en tant que spécialiste en marketing. C'est la référence fiable. Ça vous permet de trouver une cible. Ça vous permet de trouver même l'environnement, l'écosystème autour. Parce que ce qui va vous permettre de vous positionner, c'est l'avantage concurrentiel. Ce que nous appelons la stratégie de différenciation. Mais vous ne pouvez pas innover dans un secteur que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas appliquer pour à des gens inconnus. L'entrepreneur ne reste pas dans ses 4 minutes pour innover. Il est sur le terrain. Mais qui ira sur le terrain pour vous? Ce sont les spécialistes, c'est nous. Donc, il ne faut pas rester dans son salon et se dire, bon, tel produit, c'est les enfants qui l'utilisent souvent. Avec feuillet, bic en main, on est dans son salon. Non, il faut aller sur le terrain. Parce que les données changent à tout moment. Je prends un exemple. Vous prenez les réseaux sociaux. Il y a 4 ans, on dirait que ce sont les jeunes. Oui. Mais aujourd'hui, si vous dites que c'est tous les jeunes, vous passez à côté. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas que pour les jeunes. Même des personnes d'un certain âge
s'en approprier. Et ça le marche très bien, Ça, tant mieux que mal. c'est vrai. Est-ce que... Oui, moi je vais résumer, voyez-vous, la stratégie en 4 points. Le premier, c'est le cadre dans lequel votre produit se vend. Parce qu'on dit souvent, il y a un adage qui dit, ne servez pas un repas délicieux dans un plat sale. Ne servez pas un repas délicieux dans un plat sale. Parce que quel que soit, comment on l'appelle, le repas, l'état du repas qui soit délicieux, c'est parce que vous allez vendre votre produit. Donc d'abord, le cadre est important, un cadre attrayant. La personne vient et puis voit le cadre l'attire d'abord et après ça, la qualité du produit. Ce n'est pas parce que j'ai d'abord, comment on l'appelle, une tonne de clientèle que je dois produire je dois présenter un mauvais produit. Non, quand on vient chez toi, quel que soit le pléthore de clientèle que vous avez, le produit doit être vraiment apprécié, appréciable. Et troisième point, la rencontre. Allez vers les gens. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Oui, quand vous avez l'opportunité de rencontrer les gens, allez vers eux, proposez-leur vos produits. Vous allez voir, ils vont y adhérer. Et comment proposer l'accueil dans la présentation, n'est-ce pas, de votre produit, l'accueil. Parce qu'il y a une façon de présenter sa chose, il y a une façon de parler, il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de convaincre. Oui. Le produit peut être, appréciable, peut être très bon, mais si vous n'arrivez pas à présenter, si vous ne savez pas présenter votre produit, vous allez dire, mais écoutez, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. C'est ça. Vous voyez, je suis allé, une anecdote, je suis allé quelque part, je vais acheter quelque chose, je ne me rappelle plus. La façon dont, la dame qui était à l'accueil m'a accueilli, je voudrais dire. Accueilli encore, oui, oui. excusez-moi la tautologie. Ça m'a donné un petit peu, j'ai dit, mais écoutez, madame, par la suite, j'ai dit, mais après avoir, par contrainte, j'étais obligé de prendre le produit, mais en blaguant, j'ai dit, mais madame, la façon dont vous m'avez accueilli là, si jamais je reviens encore demain, vous m'accueillez comme ça, je vais vous jeter dehors moi-même avant d'avertir votre truc là. Donc, c'est juste dire quoi? C'est-à-dire, il y a la façon d'accueillir. Quand vous accueillez la personne, même si la personne n'a pas l'intention d'acheter, je vous assure que il va débourser, il va acheter, ou va dire, bon, je vais vous faire mon mot, etc. Donc, ça veut dire que si on arrive à respecter ces 4 caractères, je vous assure que vous allez dire, mais oui, j'avais raison d'entreprendre. Donc, il faut nécessairement respecter, n'est-ce pas, le carnaval, comment vendre son produit, comment aller vers la clientèle et le cadre qui doit être attrayant. Et je vous assure que vous allez sourire ça va passer à la fin de la journée. Oui. Alors, le client est là, les clients sont là, vous en comptez maintenant avec votre entreprise. Quelle relation avoir avec cette clientèle? Dayo Guevara. Bon, quelle relation avoir avec sa clientèle? Bon, je pense que tout dépend du secteur dans lequel on est. Mais en dépit du secteur dans lequel on est, je pense que l'adage dit que le client est roi. Ah oui, et j'allais en venir. ne pas être conscient que le client est roi et que c'est ce client-là qui est cette personne qui nous fait générer des revenus, c'est passer à côté de l'essentiel. Ce n'est pas parce que le client non plus est roi qu'il faut subir les caprices du client. C'est ça. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir être à l'écoute de ses clients et de voir aussi en quelle mesure son produit répond aux besoins du client et répond aux besoins du moment. Parce que dès que votre produit ne répond plus aux besoins du moment, votre produit va être dépassé. Je prends l'exemple des CD. Ah oui. Les CD aujourd'hui, de plus en plus, les Les CD sont en train de disparaître. On n'a plus d'appareils qui prennent les CD. Au détriment des cartes mémoire Oui. et des clés USB. Oui. Et de plus en plus, elles aussi, elles vont disparaître sûrement Oui. au détriment d'autres supports un peu plus, qui ont une meilleure capacité. Et si nous prenons même le cas de l'appareil photo. Avant, c'était des appareils photo à pellicule. Oui. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Numérique. J'ai dit complètement, c'est sûr que ça doit encore persister, Bien sûr. mais ce n'est plus dans les habitudes. Donc si aujourd'hui vous vous lancez par exemple dans la fabrication d'un tel produit, c'est normal, vous allez passer à côté. Et je crois bien que dans l'histoire, une
société qui justement fournissait ce produit-là a fait faillite justement parce que elle avait énormément investi dans la production des pellicules, alors qu'on était déjà en train de faire la transition vers le numérique. Donc, les appareils numériques ayant inondé le marché, son produit n'a pas pu être écoulé et la faillite l'a guetté. Pourtant, c'était quand même une grande entreprise très connue dans le domaine de la photographie, mais on n'entend plus vraiment parler de cette industrie-là. Donc, il faut réellement être à l'écoute de sa clientèle, être à l'écoute des besoins du marché, être à l'écoute de la technologie et pouvoir s'adapter à ce qu'il faut. Justino. Vous savez, le plus difficile dans cette politique de recherche de clients, ce n'est pas la détermination de la clientèle, mais la fidélisation. Oui. Aujourd'hui, lorsque vous êtes chef d'entreprise et vous avez déjà une clientèle acquise, ce que j'appelle clientèle absolue, il faut les garder. Les garder revient à leur donner une place privilégiée. Les garder revient à leur donner une certaine considération. En griffe, il faut les faire rentrer dans la maison. Parce que le client vient acheter au comptoir. Le client ordinaire vient acheter au comptoir. Mais le client habituel achète à la maison. Il ne reste plus au comptoir, il rentre. Vous allez voir, lorsque vous allez dans les banques, à partir d'une certaine somme, on vous fait rentrer dans une salle. Absolument. Parce que vous devenez un client privilégié. Vous allez voir, quand vous allez dans les lieux de distraction, il y a l'ordinaire, il y a le VIP. Oui. Donc, il faut également, dans votre entreprise, quel que soit le secteur d'activité, offrir cette place un peu de choix pour que le client se dise « c'est ma maison ». Ah, mais je vais vous donner l'exemple pratique. Hier, j'étais à la messe et à la fin, dans la cour, j'ai vu un magazine qui m'a plu. Mais j'avais laissé mes ressources de l'argent dans le véhicule. Mais je me suis rapproché, j'étais avec un frère, j'ai pris le magazine, le gars, le monsieur me l'a remis et je dis, je t'envoie mon frère, il va te remettre l'argent. Et sur la voie, mon frère me demande le temps d'aller vers le véhicule. Il dit, grand frère, tu le connaissais? Je dis, oui, j'achète chez lui tout le temps. Il dit, la manière dont dans la foule là, il t'a laissé le magasin. Et si tu ne revenais pas, c'est parce qu'il me fait confiance. Ça veut dire qu'au regard, au vu de ceux qui étaient là, il dit, celui-là doit être quelqu'un d'important. Si il lui laisse son magazine, il aurait pu dire, amenez l'argent et vous allez prendre. Il dit, non, partez, vous allez ramener. Donc, ça me donne un sentiment de fidélisation, un sentiment de considération. Je dis, prochainement, je vais acheter chez lui. Encore. Mais cela est davantage important parce que l'environnement est hautement concurrentiel. Celui qui se fidélise à vous ou bien qui expérimente votre produit en 2020, en 2021, dans l'écosystème, vous n'êtes plus le seul à produire ce service. Le client doit être en mesure, bien entretenu, de venir vous filer des stratégies. La fois dernière, j'ai été parti acheter dans tel, ils ont fait telle chose. Toi aussi, fais ça. Parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et il ne se met plus dans la posture de client ordinaire, mais il se voit quelqu'un de la famille. Vous avez tissé un lien à la limite familiale. Et suivez bien les réseaux sociaux ou bien les réseaux GSM. Ils vont même, à un certain niveau, quand vous êtes client et vous achetez des unités d'un certain niveau, les jours d'anniversaire, on vous envoie des messages personnalisés. Pour vous dire joyeux anniversaire, on vous offre des bonus. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est parce qu'on vous accepte dans leur cours. On vous donne la conscience, le devoir de redevabilité. Voilà, j'y parviens. Le devoir de redevabilité. Donc, si vous voulez maintenir votre clientèle, donnez-leur une place de choix pour qu'ils ne disent pas, mais pourtant j'ai cherché lui depuis des années, il me traite comme si c'est la première fois que je viens. C'est plus frustrant et s'il quitte, il ne reviendra plus jamais. Est-ce qu'il... Oui, pour, comment on l'appelle, ajouter juste quelques phrases, il nous arrive, n'est-ce pas, au-delà de cette confiance qu'on s'accorde entre clients et entrepreneurs, il nous arrive parfois de s'initier dans la vie, n'est-ce pas, des clients. C'est ça surtout la relation, parce que la relation doit être typiquement professionnelle. Il nous arrive des gens qui viennent peut-être vers vous et disent, mais tu sais, l'autre dame là, elle va de quartier en quartier, hein, elle ne reste jamais chez elle, son mari se plaint toujours d'elle. Et quand un client commence par dire ça, c'est à vous de savoir quoi répondre pour ne pas alimenter ces commentaires que je qualifie d'inutiles. Parce que quand vous allez commencer par dire ce qu'il ne faudrait pas dire, vous êtes en train de tuer progressivement votre entreprise. Parce que les commentaires seront déformés, vos commentaires seront peut-être déformés plus tard. Alors là, il faut savoir quoi répondre pour ne pas alimenter les commentaires.
que certains clients viennent, n'est-ce pas, vous proposer. Donc, la relation doit être typiquement professionnelle. C'est vrai, il y a des gens qui viennent vous exposer leurs problèmes personnels. Et là encore, il faut savoir répondre parce que ne voulant pas résoudre un problème pour en créer d'autres, il faut savoir habilement répondre pour ne pas être un handicap. Parce que quand la femme vient vous dire, mais écoutez, mon mari ne passe jamais la nuit à la maison. Hein. Et vous commencez à commenter. Vous commencez à commenter. Au lieu de dire que faut-il faire, trouver des portes de sortie, l'amener à converser peut-être avec son mari. C'est l'une des solutions, à engager une conversation avec son mari. Elle dit, mais écoute, bon, toi aussi, tu peux aller passer la nuit chez tes parents. Hein. Si n'est pas là, va passer la nuit chez tes parents. Donc, quand vous commencez pas, c'est une façon, n'est-ce pas, d'abord de dénaturer cette relation professionnelle qui est entre vous et d'induire, n'est-ce pas, ses clients en erreur. Parce que quand le client n'est pas à l'aise dans sa tête, ne pensez pas le revoir le lendemain, non. Et l'argent ne fait pas tout, voyez-vous. Donc, il faut nécessairement qu'on arrive, n'est-ce pas, à sauvegarder les relations, mais que ces relations soient vraiment professionnelles pour que ça ne dégénère pas en d'autres dégâts qui peut-être irrésolvables, parce que quand la personne part et ne revient plus, ce sont des manques à gagner. Il faut tout faire pour ne pas aller sur ce terrain. Alors, les problèmes familiaux, est-ce qu'il faut même conseiller, si ce n'est pas le domaine dans lequel j'entreprends, si je ne suis pas psychologue de vie familiale, est-ce qu'il faut même conseiller Isaïe Guevara? Bon, je ne pense pas que mélanger serviettes et torchons soit réellement conseillé dans le domaine des affaires parce que si vous commencez par rentrer dans un domaine qui n'est plus professionnel, c'est que vous-même vous prenez le risque déjà de tirer une balle dans vos ailes. Donc je pense qu'il faut toujours garder une relation très professionnelle avec sa clientèle. C'est vrai que à la longue, les clients qui sont fidèles, une certaine relation se tisse avec ses clients. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un client que tu as en face de toi et non une copine, un ami. Une copine, un ami, un parent à toi. Même si c'est un parent à toi, c'est un client. Donc, puisque c'est un client, tu dois toujours rester professionnel dans ta relation avec cette personne. Et comme Justinien l'a dit, il y a des espaces VIP qui se créent. Donc, c'est toujours des façons, au fait, de dire que voilà, vous êtes privilégié parmi tant d'autres. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas rester professionnel. Parce que quand vous prenez par exemple même les espaces VIP, même si vous y allez, ils sont toujours professionnels parce qu'ils savent que c'est un client et qu'il faut au fait garder et conserver ce client parce que c'est ce client au fait qui permet à la maison de faire du revenu et qui permet au fait à la maison de tenir. Donc je pense qu'il faut forcément faire une différence entre les relations personnelles et les relations professionnelles. Maintenant, si vous êtes une entreprise qui est dans les conseils conjugaux ou matrimoniaux, je peux comprendre que vous essayez de faire votre travail en vous impliquant dans la vie de vos clients, mais c'est à vos risques et périls. Parce que si après ça tourne mal, on revient vous revoir rapidement. On revient vous revoir et puis bon, vous allez en subir les conséquences. Mais dans tous les cas, il faut toujours rester professionnel, peu importe l'intimité qu'il y a entre le client et vous, parce que dans une relation professionnelle, il faut toujours l'être. Vous voulez réagir, Justine? Je vais vous donner un exemple pratique par rapport à ce que mon cher ami vient d'évoquer. Oui. Voilà, le chef d'entreprise est dans une posture d'acceptation. Parce que le businessman, si je me permettais, le businessman vise l'argent. Si vous voyez le businessman, un homme d'affaires, présent à une cérémonie d'obsèques ou une cérémonie d'inhumation, communion, ne le voyez pas dans la posture de il est venu se manger. Non, il y a la psychologie des affaires. Et dans la psychologie des affaires, on est tellement tatillon et on fait tout avec tact. On ne fait rien sans rien. On ne fait rien sans rien. Merci beaucoup. On ne fait rien sans rien. Donc, le client qui vient vers vous pour poser son problème de famille, vous ne lui fermez pas la porte. Vous ne lui fermez pas parce que vous, derrière, c'est ce client qui vous amène des millions. Mais c'est un client un peu loquace qui veut parler de tout parce qu'il voit en vous des... Mais vous l'écoutez. Mais votre réponse, ah bon, c'est vrai ça? Vous donnez des interjections. Si bien qu'à la fin, il ne peut pas sortir et dire « Ah, c'est lui qui m'a donné tel conseil. » Mais si vous ne pouvez pas derrière de go fermer la porte pour dire « Non, si quand il vient me raconter des problèmes, je ne veux pas le recevoir, je ne veux pas de problème. » Non.
l'entrepreneur a le coût du risque dans tous les domaines. Et au-delà, parfois, je donne un exemple pratique. Un jour, on connaît certains types de clients et ces clients qui viennent, vous